L'opération actuelle de restauration de la façade occidentale et de la terrasse s'inscrit dans un grand projet. Le chantier a débuté depuis 2022 et consiste à résoudre tous les problèmes qui se trouvent sur cette façade qui n'a pas fait l'objet de gros travaux depuis la fin du 19e siècle. Depuis aussi bien la partie haute du clocher que jusqu'au pied de mur avec le portail. Et bien évidemment la façade elle-même et la frise sculptée de l'époque médiévale et du XVIIe siècle. Alors, mon métier de conservateur monument historique au sein des services de la DRAC, j'apporte un regard en fait, à la fois sur les questions de protection, les chantiers de restauration et la mise en valeur des édifices à partir du moment où il y a des enjeux scientifiques particuliers qui sont notamment la sculpture, la peinture murale, des sujets assez spécifiques. Ce qui me gêne, c'est plutôt là, mais on le voit ici, c'est ces coups de ciseaux comme ça assez francs. Moi j'interviens en fait en complément de l'architecte en chef qui est vraiment le maître d'œuvre et le conducteur d'opération pour essayer d'avoir un regard d'accompagnement et faire en sorte que les enjeux déontologiques et les enjeux de restauration soient garantis sur le long terme. C'est un petit peu la même chose. Il est mieux que l'autre. Là, on rentre dans des problématiques assez particulières qui concernent beaucoup plus la restauration du décor sculpté et je dirais la conservation et la sauvegarde de la partie statuaire, c'est-à-dire toute l'histoire de la jeunesse qui est protégée par ce décor sculpté. Alors Damien Mondo, je suis conducteur de travaux pour Taulis sur cette opération à Cathédrale de Nîmes pour le traitement des sculptures. Le plus gros du travail, c'est cette frise incroyable, ce déroulé de l'Ancien Testament avec une vingtaine de scènes qui sont en fait la représentation en 3D de chapitres de l'Ancien Testament. En tout état de cause, ce qui était le plus visuel, c'était les micro-organismes présents dans la pierre, l'encrassement qui s'est accumulé au fil du temps, qui a recouvert et qui a noirci les éléments sculptés. Donc là, c'est des parties qui ont été traitées en nettoyage donc de colonies micro-organiques, nettoyage de l'encrassement. Donc cette croûte noire, c'est vraiment une croûte épaisse qui, pour le coup, ne s'enlève pas au laser sans un complément ou un ramollissement préalable. Le procédé de nettoyage laser qui a été retenu pour cette opération présente l'avantage de n'avoir aucun contact direct avec le support. Donc on vient enlever la couche d'encrassement de manière progressive en ciblant du coup uniquement l'encrassement induré et sans altérer le support. On va faire pour conserver cette frise des injections avec un micro-coulis de mortier pour qu'il n'y ait pas de ruissellement ou d'infiltration d'eau en profondeur. Parce que si l'eau s'infiltre, elle va ramener des sels, ou en tout cas elle peut resolubiliser des sels qui sont déjà présentes dans la pierre. C'est là que réside le vrai danger, c'est parce que quand l'eau s'évapore, les sels redeviennent solides, mais au moment où ils redeviennent solides, ils gonflent. Donc du coup, qui va avoir pour effet d'exploser un peu la pierre s'il y a trop de sel dans la profondeur. Alors oui, c'est important de rendre à cet ouvrage un renouveau parce qu'on est sur un exemple de sculpture qui est assez unique en France. Ici, on a cette particularité sur vraiment la frise haute, parce qu'on est à peu près à 25 mètres de haut, je crois, par rapport au niveau du sol de la cathédrale actuelle, d'avoir cette grande frise sculptée, très volumineuse, très ensaillie, datant sans doute du 4e quart du XIIe siècle, mais qui a cette particularité de n'avoir conservé que 6 bas-reliefs de l'époque romane, puisque le reste de la façade, en gros les 2/3, ont été détruits au cours du XVIe siècle et reconstruits au cours du XVIIe siècle. Ce qui est absolument remarquable, c'est que les sculptures du XVIIe siècle, dont on ne sait pas du tout quels étaient les motifs qui étaient en continuité de Caïn et Abel, ont fait le choix de poursuivre avec l'Arche de Noé, et toute une série d'autres scènes tirées de l'Ancien Testament. Ils ont fait le choix à un moment donné de moderniser ces scènes dans une continuité volumétrique, dans une façon de réaliser les personnages différente de l'époque romane, mais quand même malgré tout dans une continuité.
Je suis Claire Nimbaud, maître artisan en métier d'art, maître verrier depuis bientôt 30 ans. Sur le chantier de la cathédrale de Nîmes, les vitraux n'ont pas une très grande valeur historique dans la mesure où ce sont des vitraux à motifs géométriques, feuillagés, datant essentiellement de la fin du 19e siècle ou du 20e siècle. Mais ils ont leur rôle à la fois de protecteur, évidemment, pour éviter que les pluies ne rentrent à l'intérieur de l'édifice, et leur rôle esthétique, puisqu'ils magnifient les couleurs, ils transcendent les couleurs à l'intérieur de la cathédrale. Donc ça fait partie, c'est un des panneaux des baies qui sont à droite et à gauche de la rosace. Le premier travail en restauration, donc ça va être, on fait des photos immédiatement, le plus tôt possible sur table lumineuse. Ensuite, on fait un poncif, c'est-à-dire une empreinte du réseau de plomb avant le dessertissage. Et on annote les pièces cassées, ce qu'on aura à faire dessus. Donc ici, on va venir donc prendre l'axe des plombs. Ensuite, on dessertit le vitrail avec des tenailles, c'est-à-dire qu'on va ôter le plomb altéré et on va le recycler. Ce qu'on aperçoit là, c'est les résidus de mastic qui sont glissés sous les ailes de plomb pour lui rendre sa rigidité et l'étanchéité. Ensuite, on va nettoyer chaque pièce individuellement avec différents produits selon la nature de la saleté. Donc c'est des heures comme ça de soins, on fait la toilette. Puis nous prenons des gabarits en papier, des verres que l'on doit changer le cas échéant ou recouper et passer en salle de peinture pour passer à la grisaille des copies. La grisaille, ça permet de faire les traits que vous apercevez qui sont sombres. Donc le jaune, c'est de l'émail, c'est brillant et coloré l'émail, alors que la grisaille est mate. Une fois que c'est cuit, ces pièces-là, on revient en salle de sertissage. Les panneaux sont prêts à être à nouveau ressertis avec des résilles de plomb neuves, soudés à l'étain, contre-soudés, donc les deux faces. Et dernière étape, on va appliquer un mastic là, qui va permettre de donner de l'étanchéité au vitrail et de la rigidité. Donc là, on nettoie, on lustre, on ressalit et on renettoie plusieurs fois jusqu'à ce que ce mastic pénètre bien et ne se voit plus surtout. Une fois que cette étape est passée, on revient sur le chantier, on installe, on cale, on ajuste nos panneaux dans les feuillures, c'est-à-dire dans les emplacements en pierre prévus à cet effet, et on va sceller au mortier de chaux. En fait, il n'y avait pas d'enjeu important sur ces vitraux. Par contre, il y avait un enjeu architectural sur le traitement des protections des vitraux, qui sont des grilles. Donc, ce sont des grillages tendus sur des cadres. Donc, on a choisi finalement des grillages en laiton qui étaient un peu plus fins, un peu plus subtils. Et au lieu d'avoir des cadres qui se mettent devant les nervures de pierre, on les a rentrés dans les nervures de pierre pour rendre plus d'acuité au dessin de l'architecture de pierre de la façade. La prochaine étape du chantier à partir de l'automne 2024 consistera à refaire une couverture sur la toiture du narthex. C'est un sujet complexe sur lequel on n'était pas en capacité de décider quel type de couverture on pouvait mettre parce qu'il y avait un défaut de connaissance. Il a fallu d'abord découper la dalle béton qui avait été coulée dans les années 70 pour essayer de comprendre les évacuations des eaux, les caniveaux, les chéneaux et essayer de canaliser les eaux de pluie. Donc on est aujourd'hui en capacité de comprendre, notamment parce qu'il y a eu aussi l'accompagnement par les archéologues. À partir du moment où on détruit, il faut aussi comprendre, identifier les niveaux des voûtes pour préserver l'orgue qui se trouve en dessous. Je suis Marie Rochette, je suis archéologue à l'INRAP, à Nîmes, au centre de Nîmes, et je suis spécialiste du Moyen-Âge et notamment de l'architecture médiévale. Le travail sur la terrasse, c'est un travail un petit peu particulier. On m'offre l'opportunité d'aller faire une fouille à 40 mètres de hauteur, ce qui est quand même assez hors du commun. Et j'ai la chance, on a la chance, nous archéologues ici à Nîmes, d'être très bien accueillis par les entreprises qui travaillent sur le chantier, notamment par les collègues de chez Selle. Ils ont une sensibilité parce qu'ils travaillent aussi sur d'autres grands monuments, je pense notamment à l'amphithéâtre. Donc ils mettent de côté des objets, des artefacts qu'on peut regarder ensemble. Sérieux ? J'ai trouvé. Ah, joli truc. Oh, magnifique. Oh, découvert. Oh.
puis il y a des questions qui se posent liées aussi à proprement parler à la restauration. Donc on peut en discuter avec l'architecte, avec la DRAC, avec les différentes équipes pour faire les meilleurs choix pour l'édifice. C'est vraiment un travail passionnant parce que c'est un travail de regard croisé entre différents corps de métier et c'est très enrichissant pour l'archéologue que je suis en fait. On est au minimum 16e siècle. Donc là, toute la céramique, il n'y a pas d'intrusion, il n'y en a pas un qui soit plus ancien. À chaque fois qu'on monte, on fait quand même des observations et on commence à avoir des premiers résultats. C'était un des débats avant de venir entre les collègues médiévistes, spécialistes du Moyen-Âge, et ceux qui sont spécialistes de l'Antiquité, de savoir si les tailleurs de pierre avaient taillé en imitant le savoir-faire de l'Antiquité, ou bien est-ce que c'était des rempois. Bon, finalement, le fait d'avoir pu regarder de près, pierre par pierre, la construction de la cathédrale, on se fait une idée beaucoup plus juste. On pensait qu'en pied de mur, il y avait quelques blocs romains. En réalité, on s'aperçoit qu'il y a probablement entre un tiers et 2 tiers de la façade qui sont des réutilisations de matériaux antiques, possiblement des gradins de théâtre. Et ça, on ne le voyait pas avant, et seul le regard de l'archéologue qui est capable de venir apprécier la taille des matériaux et le moindre trace d'outils est capable de le faire comprendre. On a sur cette partie-là, sans doute, un bloc qui devait avoir un relief et qui a été bûché quand ils l'ont mis en place ici. Donc on devine ça grâce à ces traces oranges qui sont là, qui sont celles qui étaient à l'air, qui étaient visibles, qui étaient à l'air libre dans l'Antiquité. Et les parties grises, ce sont les parties qui étaient en relief et qui ont été bûchées quand ils ont mis en place le bloc à cet endroit-là. En suivant toutes ces évolutions, ce que l'archéologue cherche à comprendre, c'est évidemment l'évolution de l'édifice, de comprendre aussi l'évolution des outils, mais aussi c'est de se poser des questions sur le quartier. Et la cathédrale doit quand même être un lieu de commerce, d'activité. C'est aussi une vue un peu globale. Et plus particulièrement pour la cathédrale de Nîmes, la présence de tous ces blocs remployés et qui proviennent des monuments antiques, mais ça nous questionne aussi sur comment était la ville. Elle n'avait sûrement pas l'allure qu'elle a aujourd'hui. Donc voilà, ça pose des questions aussi beaucoup plus larges. On ne fait pas de l'archéologie juste pour soi et se faire plaisir de voir une belle frise. On le fait pour transmettre le patrimoine et notre histoire à l'ensemble de la population nîmoise.